Bonjour à tous. On vient donc vous présenter notre analyse externe. Voilà, analyse externe et conjointe. D'un point de vue de notre méthodologie, on a fait chacun de notre côté une analyse qu'on a ensuite confrontée et puis on a reconstruit une présentation unique mais à deux voix. Et donc, dans l'introduction, nous revenons sur le cadre utilisé dans cette analyse et sur notre compréhension des concepts en jeu. Alors, première... donc quelques repères concernant ce terme autonomie, l'objet sur lequel les protagonistes de cette réunion travaillent, qui est considéré à différents niveaux, l'autonomie de la formation, l'autonomie des élèves dans leurs apprentissages. On peut aussi se poser la question de l'autonomie du groupe de recherche dans la recherche en cours. Et ces différents niveaux d'utilisation du concept d'autonomie participent à la complexité de l'analyse et à notre confusion face au concept lui-même, d'où la nécessité de comprendre un petit peu mieux à quoi il est fait référence. Et c'est pourquoi on est allé rechercher un peu dans la littérature comment ce concept d'autonomie était présenté. Alors c'est souvent en référence à la philosophie de Kant, pour lequel l'autonomie fait partie de la morale, avec une catégorisation qui peut aller de l'absence de principes moraux, qu'il dénomme la morale anarchique, ensuite d'une morale lorsque l'individu obéit à une loi qui est imposée, donc il parle d'hétéronomie morale, et enfin l'autonomie morale qui réfère à un individu qui s'impose lui-même une loi. Donc l'autonomie selon Kant est donc une valeur morale, et dans un point de vue très subjectiviste, une création issue du désir de l'homme. Donc l'autonomie renvoie ainsi à une valeur morale intrinsèque. Et puis en revanche, l'autonomie peut être considérée comme une hétéronomie morale qui conduit d'une certaine façon et dans certains cas à l'assujettissement des individus, comme le signale Fossel dans cette citation. Alors, la transposition à l'éducation de ces considérations philosophiques conduisent là encore à des positions qui sont contrastées, depuis la pédagogie de l'autonomie de Paulo Freire, qui est directement liée à une position humaniste, qui ramène le concept d'autonomie à une valeur éthique, aux critiques allant jusqu'aux critiques dans l'utilisation du concept dans un continuum tel qu'a pu le présenter Albero, entre une autonomie prérequis individuelle jusqu'à une autonomie comme inhérente à l'acte d'éduquer ou de former dans le papier de Brigitte Albero, qui est cité ici. Alors, ce qui nous amène, ce qui nous amène à nous poser la question de la place de l'autonomie dans l'éducation et sa relation au projet politique qui est sous-jacent. Et c'est toujours Brigitte Albero qui distingue les mises en œuvre et les organisations des formations en s'appuyant sur des finalités politiques et sociales des dispositifs en place. Et elle distingue dans cette idée de continuum des repères successifs qui sont liés au projet politique porté par l'enseignant ou le formateur. Et elle signale aussi que ces différentes dimensions donc de projets politiques, de finalités sociales et d'organisation ingéniérique et de mise en œuvre pédagogique sont intimement et intrinsèquement liés, que les acteurs en soient conscients ou non, précise-t-elle dans la citation qui est ici. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est le caractère subjectif de l'autonomie, qui est pris comme une valeur individuelle, soit comme une valeur institutionnelle, mais toujours en faisant référence à des projets politiques ou sociaux. Alors pour revenir sur le cadre théorique à travers lequel nous avons fait l'analyse, la transposition métadidactique, on peut mettre en évidence les relations entre les praxéologies didactiques intimement liées aux connaissances en jeu et les praxéologies métadidactiques qui, elles, semblent être plus fondamentalement liées aux valeurs à la fois institutionnelles ou même sociétales
et personnels qui sont portés par les acteurs de l'enseignement et aux engagements profonds auxquels les individus sont attachés, pour reprendre la citation de Bellis. Le rapport des valeurs dans l'éducation distingue ce qui relève de la sphère privée ou familiale et de ce qui relève de la responsabilité de l'école. En ce sens, l'autonomie est une valeur morale qui est reconnue comme devant être transmise par le système éducatif. Si bien que le discours méta rentre en résonance avec une valeur qui est reconnue comme universelle, bien qu'elle soit essentiellement subjective et individuelle. Alors, de mon côté, moi, j'ai pas fait toute la recherche que Gilles a fait autour de l'autonomie, parce qu'on l'a pas dit tout à l'heure, mais en fait, on a fait nos analyses séparément et on les a assemblées pour faire la présentation. Mais je pense que mon analyse repose quand même sur une certaine conception de l'autonomie, et que cette conception, elle est tirée c'est une conception didactique qui va bien avec l'idée que l'autonomie de l'élève, ça ne se décrète pas, mais ça s'organise. L'élève étant, cette autonomie étant déterminée entre la part de responsabilité que l'élève que l'enseignant attribue à l'élève, et la part d'autonomie que l'élève accepte de prendre. Donc ça, c'est l'idée du contrat. Ce que l'élève accepte de prendre, ça a lien avec la dévolution du problème, et puis ce que l'enseignant va mettre en place pour que l'élève soit capable de construire sa tâche et d'apprendre, eh bien, c'est le milieu didactique dans lequel, justement, il va pouvoir avoir des rétroactions qui vont lui permettre d'apprendre. Et donc, le rôle de l'enseignant, c'est gérer le paradoxe, construire un milieu qui n'est ni trop allié, ni trop antagoniste, qui va permettre à l'élève de progresser et d'apprendre. Alors on en vient maintenant à nos analyses que l'on va présenter ici. Donc d'abord en prenant un point de vue très chronologique avec le corpus qui a été présenté, donc d'abord avec le temps de discussion dans le Vidéolab, et puis ensuite avec les différents entretiens d'autoconfrontation. Alors, si on le regarde en lien avec les remarques préalables qu'on a pu faire, on voit bien dans le corpus le caractère méta de la discussion. Le contenu de l'enseignement n'est que très partiellement abordé, des fois dans des exemples, pour exemplifier des propos, par exemple le petit M et son fichier de maths, on y reviendra parce que c'est un point qui est intéressant dans cette discussion. Et puis l'objet de travail apparaît progressivement comme un objet frontière, en ce sens que chacun va s'exprimer sur sa compréhension propre ou son incompréhension propre des tâches en jeu, comme le montre le petit extrait qui est ici, qui est pratiquement au début du corpus, où B dit, vous vous rappelez que je vous l'ai demandé, il insiste là-dessus. P, c'est juste pas possible, elle parle plutôt de la méthodologie qui est proposée, mais à mon avis pas simplement ça. Et puis C, qui reprend un atelier où ils sont en autonomie, pas forcément des ateliers autonomes, mais quand même ils sont tout seuls, mais ils sont quand même un peu autonomes. Donc il y a un peu cette idée de redéfinition de ce concept qui est en jeu à ce moment-là. Puis un autre indice de ce virement vers un objet frontière, passer de l'objet de travail à l'objet frontière, c'est qu'il est regardé à travers des composantes de ce que chacun imagine trouver comme permettant de le caractériser. Par exemple, la métacognition, qui est reprise plusieurs fois. Je leur dis clairement ce qui va se passer, que je vais les filmer et qu'ils m'expliquent ce qu'ils sont en train de faire, à travers ce que tu es en train de faire, comment tu es en train d'apprendre. Il y a cette demande. Là encore, on pourra y revenir un peu plus loin. Et puis enfin, les indices d'action individuelle sur l'objet frontière qui apparaissent à un niveau pragmatique, qui sont liés à la technique de la praxéologie métadidactique pour mettre en œuvre l'autonomie. Est-ce que mon plan de travail est un outil efficace, et s'il est efficace, pour qui il est efficace? C'est une des interrogations d'une interlocutrice, en l'occurrence ici. Alors, il y a trois éléments qui me paraissent importants de relever dans ce premier extrait. Premièrement, la finalité méthodologique qui est donnée à l'autonomie, et cette finalité se confronte au didactique et conduit
à revoir dans l'autonomie la question de la nécessaire validation, qui en l'occurrence arrive à être externe. C'est encore l'exemple de M et de son fichier de maths où il avance à son rythme, il avance même tellement bien qu'il fait tout, sauf que quand on regarde ce qu'il a fait, enfin quand la prof regarde ce qu'il a fait, il a tout fait, mais une partie n'importe comment, et donc ça re-questionne la façon dont ce travail en autonomie peut conduire à des apprentissages, et donc vers une validation qui est institutionnelle. Deuxième point qui est aussi intéressant en termes d'instruments, c'est que les actions individuelles qui, dans l'extrait, ne semblent pas conduire à une activité collective sur l'objet frontière. On reviendra aussi un peu là-dessus, mais plutôt comme une exemplification pragmatique des techniques qui sont utilisées. En même temps, il y a un questionnement de A sur la portée de l'autonomie, c'est-à-dire sur la justification de la praxéologie métadidactique, en questionnant le sens de l'objet frontière, donc dans une action de type sémantique. Et puis la métacognition, troisième point, qui apparaît comme une composante de l'objet frontière dont l'exploration est une piste pour délimiter plus précisément le concept d'autonomie. Et c'est une piste qui est à la fois du point de vue de la méthode qu'on va utiliser, on va filmer les élèves, comment on les filme, et puis aussi sur le fond, qu'est-ce qu'on va leur faire dire par rapport à la façon dont ils pensent qu'ils sont en train d'apprendre. Alors, moi, de mon côté, je me suis dit, pendant cette discussion du Vidéolab, pas Visiolab, désolé, il y a deux champs de discussion comme deux composantes de l'autonomie. L'autonomie objet de travail à définir, à observer, et puis la façon dont on va l'étudier, et en particulier dont on va recueillir des données pour explorer cette autonomie des élèves et la relation avec les pratiques enseignantes en cours. Et du coup, j'ai exploré ces deux éléments en repérant en fait toutes les différentes façons que les acteurs ont de parler de ces deux éléments et en représentant sur des schémas en fait les interventions de chacun. Alors ça donne ça. Pour ce qui est de l'objet frontière autonomie, qui peut être alors, j'ai repris les 4 rectangles que vous avez oubliés, autonomie affective, autonomie spatiale et organisationnelle dans la tâche et dans les apprentissages. C'est des éléments qui étaient donnés par Clément sur des éléments qui étaient partagés par le groupe en amont de l'extrait qu'on a. Le groupe parle aussi d'activité. Et pour moi, ma façon de voir les choses, c'est que l'activité est reliée à ces différentes dimensions de l'autonomie. Donc, c'est pour ça que je l'ai placé au centre. On peut parler d'autonomie simplement comme objet de travail, mais sans le définir ni dire de quoi on parle. Donc tout ce qui est blanc au milieu, c'est plutôt des éléments qui sont issus de ce que Clémence disait sur le corpus. Et puis, en lien avec ce que je vous ai montré tout à l'heure de relation de l'autonomie entre la dévolution, l'élève et le milieu, eh bien, j'ai organisé à gauche côté élève, à droite côté milieu, des éléments que je repérais dans la conversation. Et chaque petite tache de couleur correspond à une interaction, enfin une intervention d'un des acteurs pendant le Vidéolab, la séquence qu'on a. Elles sont numérotées depuis le début jusqu'à la fin. Et on voit une couleur pour chaque personne. Donc on voit par exemple que B, le directeur d'école, il est plutôt autour de l'autonomie comme objet de travail pour le groupe, et puis sur la relation entre le milieu et l'autonomie dans les apprentissages. Que A, elle est aussi sur la relation entre l'autonomie et le milieu d'apprentissage, en particulier avec le temps de travail, l'outil dont Gilles parlait tout à l'heure. Que C, elle ramène dans la discussion des éléments qui concernent l'élève, l'acculturation, au contrat, la performance, le contexte familial. Que S, elle est plutôt sur la liberté, la motivation et l'apprentissage, l'autonomie affective, le lien entre faire ce qu'on a envie et apprendre.
P, elle est plutôt centrée simplement sur la tâche. Et R, lui, il revient en amenant beaucoup l'élément d'autonomie dans l'apprentissage et la métacognition qui est en lien. Et puis sur le même schéma, j'ai ajouté les éléments qui concernent, qui sont apportés lors des entretiens d'autoconfrontation, donc simplement par B, C et M, puisqu'on n'a que ces 3 entretiens-là. Et on voit que B, à nouveau, reparle de l'objet d'apprentissage, mais qu'on voit apparaître trois éléments qui n'étaient pas en fait apparus directement dans le Vidéolab, qui apparaissent en orange, les questions de ritualisation et d'étayage qui sont apportées par B et C, qui sont des concepts, qui sont bien des concepts de milieu, et qui étaient souvent sous-jacents dans leur façon de penser les choses, mais qu'ils n'avaient pas verbalisé. Et puis, la question du blocage, des manques, des attentes des élèves. On voit aussi apparaître le positionnement de M, puisqu'on ne l'avait pas, puisqu'elle n'intervenait pas dans l'IEN n'intervenant pas dans le corpus du Vidéolab. Et on voit qu'elle se situe aussi dans le lien entre la tâche et l'activité et les apprentissages, et puis dans la relation entre le milieu, les modalités d'enseignement, et puis l'autonomie qu'on peut acquérir dans les apprentissages. Alors j'ai fait le même genre de travail sur les aspects plus méthodologiques, la composante méthodologique de l'autonomie, ou comment recueillir des données pour explorer l'autonomie dans une situation d'apprentissage en filmant. Donc, avec des éléments techniques, comment on filme, et puis l'objet, qu'est-ce qu'on filme. Et vous retrouvez les mêmes acteurs dans les mêmes couleurs. Et ce que je trouvais intéressant de noter, c'est le moment où B, en fait, donc le directeur, attrape quelque chose qui est dit par A et fait passer l'ensemble du groupe d'une discussion plutôt technique. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un téléphone, qu'est-ce qu'on prend comme matériel, qui est-ce qui filme, à une discussion plus en lien avec l'autonomie même, avec le sujet. Qui est-ce qu'on filme? À quel moment? Quel type d'élève? Est-ce qu'on filme l'activité? Est-ce qu'on filme des entretiens sur l'activité? Voilà. Donc, je trouvais que c'était intéressant de repérer ce moment-là. Et puis, quand on regarde ce qui est abordé ensuite dans les entretiens, donc c'est ce qui est sur fond blanc, là, on voit que tous les acteurs se situent dans cette composante plus épistémologique qui est de comment est-ce qu'on va trouver des données qui vont renseigner sur l'autonomie des élèves dans une situation. Et on voit que y a une... Il y a C qui est très attentif aux limites du recueil et aussi à la généricité, à la largeur de l'échantillon d'élèves qu'on va observer. Et M qui est aussi sur la balance entre activités des élèves et entretien. Et puis B qui parle beaucoup à la fois de l'activité des élèves et des entretiens, et d'une façon qui, à mon avis, est un peu floue entre les deux. C'est-à-dire on passe de l'un à l'autre sans toujours bien savoir qu'est-ce qu'on va obtenir comme indicateur d'autonomie si on filme l'activité des élèves, qu'est-ce qu'on va obtenir comme indicateur de l'autonomie si on questionne les élèves sur leurs apprentissages. Voilà. Après, on a regardé ensemble le positionnement dans le Vidéolab des différents acteurs. On a essayé de reconstruire la position à partir d'éléments du Vidéolab et à partir des éléments qu'ils énoncent dans les entretiens. Alors B, ces interventions pendant le Vidéolab concernent l'organisation du travail, la gestion du groupe, la formulation des objectifs et l'identification d'éléments à travailler sur lesquels on peut apporter le focus du groupe, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ça, c'est ce qu'on peut dire, nous, de ce qu'on regarde de son activité pendant le Vidéolab d'après les verbatims. Et dans l'entretien, quand il revient dessus avec Clémence, eh bien, il confirme ce qu'on a dit en disant bien qu'il veille aux objectifs, et qu'il est à l'affût d'éléments qui vont lui permettre d'orienter le groupe vers ses objectifs. Et on peut ajouter que ces objectifs sont bien en lien avec les visées de l'IEN, donc il le formule explicitement. C'est important d'aller dans cette direction parce que c'est important pour l'IEN. En fait, c'est la commande ou c'est la demande, la mission.
Et c'est aussi important de ne pas en dire trop. Donc, tenir la barre vers l'objectif, être responsable de l'avancée du groupe, être un rôle de broker entre les connaissances, les objectifs de formation qui sont aussi donnés par l'IEN et les enseignants. Ça va, Gilles, ou tu veux ajouter Oui, quelque oui, chose? très bien. Non, non. Non, non, juste ce que je voulais rajouter, c'était en lien avec la définition de l'objet frontière. Enfin, si on repart sur cet objet, le B est dans ce moment dans une recherche de sens sur Oui, cet objet frontière. Donc, on peut parler d'action de type sémantique. tout à Voilà, fait. donc c'était juste cet aspect-là. Et puis, voilà, on peut arriver ensuite, toujours dans le positionnement dans le Vidéolab, cette fois-ci c'est l'autoconfrontation de C qui propose des pistes dans le Vidéolab, des prises, des ouvertures. Est-ce que ça serait pas intéressant de faire, ça serait intéressant, etc. Et puis qui reconfirme également dans l'entretien, mais en même temps en posant des limites du concept d'objet frontière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble que dans son discours, il y a une explicitation des liens entre les niveaux didactiques et métadidactiques, ce que dans la transposition métadidactique est appelé le concept de double dialectique. Plus exactement, dans son discours, il y a une confrontation de sa réflexion métadidactique et de son expérience d'enseignante, où la pratique va à un moment nourrir la réflexion. Et puis on peut interpréter ce qui est dit comme une action individuelle d'ordre, là encore, sémantique sur l'objet frontière, donc une traduction tendant qui essaye de justifier par des allers-retours entre les explicitations du concept et puis la contingence, ce qui se passe véritablement en classe et qui donne à l'autonomie un statut d'outil dynamique d'auto-formation. Donc ça lui permet à la fois de voir les limites en faisant reposer sa réflexion sur son expérience et en même temps, elle apparaît comme une force de proposition lorsqu'elle propose des pistes de réflexion, des pistes d'ouverture et des pistes de méthode. Sans toujours tout présenter, puisqu'il y a des moments, il y a des choses qu'elle dit dans l'entretien qu'elle n'a pas dit dans le Vidéolab. Oui, tout à fait. Vas-y, c'est encore à toi, je crois. Alors, oui, alors pour la positionnement dans le Vidéolab de M, alors dans le Vidéolab, c'est une position d'observation, point d'interrogation, on ne sait pas bien puisqu'il n'y a aucune intervention dans l'extrait qui a été étudié, donc on ne sait pas comment elle se positionne, mais dans l'entretien, contrairement à B ou C qui recherchent du sens, des justifications, qui essayent de donner des propositions, dans le discours de M, il y a plus quelque chose qui est de l'ordre du normatif et qui est très arrêté. On peut le voir dans le vocabulaire qui est utilisé, qui n'est pas forcément reproduit sur cette diapositive, mais elle dit elle a tout compris, elle se pose les bonnes questions, elle a bien évolué. Donc il y a quelque chose, elle se pose les questions que j'attendais qu'elle se pose et elle évolue vers l'endroit où j'aimerais qu'elle évolue. Donc elle représente ici une position institutionnelle, ce qui est assez normal puisqu'elle est IEN, mais l'autonomie est pensée, décrite comme une partie intégrante de l'offre de formation, si on reprend la classification d'Albero, et comme une justification de l'outil de formation qui est mise en place. Et si on se rappelle la citation de Fossel, il n'existe pas de moyen plus efficace de contraindre les individus que celui qui les convainc qu'ils agissent librement. Tout se passe comme si, dans cet extrait, M ne remettait pas en cause sa position, même lorsque le comportement des autres, comme elle dit, lui reste inaccessible. Mais elle exprime une évaluation de l'avancée de chacun par rapport à un objectif de formation, mais sans questionner le milieu, au sens de Brousseau, de la formation qui est mise en place. Jeanne, tu veux rajouter des choses là-dessus? Non, parce que je vois qu'on a déjà bien avancé. Donc, Ouais. je vais parler peut-être de la position du chercheur
que Clémence a bien expliqué dans sa présentation de l'analyse interne, mais du coup, comment on la voit depuis une analyse externe. Donc, bien sûr, dans le Vidéolab, une position d'observation et de recueil de données, pas d'intervention. Et dans les entretiens, ces interventions sont très peu nombreuses et elles consistent peut-être à avoir choisi en amont des extraits à analyser, à proposer de revenir sur la trace de l'activité, de réécouter les choses pour pouvoir en parler, de répéter ce qui vient d'être dit pour pouvoir aller plus loin, à reformuler des choses en questionnant, en fait, pour que la personne précise aussi, questionner les souvenirs des pensées, qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là, et décrire l'activité visible dans la trace, c'est-à-dire verbaliser des choses qui correspondent à ce qu'on voit sur la vidéo. Et puis, une seule fois sur les différentes interventions, on la voit proposer une sorte d'interprétation. Donc toi, finalement, quand tu regardes ce groupe, tu regardes la constitution de ce groupe, tu sais aussi si tu es chacun, tu les connais tous. Et là, pour moi, alors que l'ensemble de la fonction semble être d'offrir l'occasion à l'acteur d'expliciter le mieux possible son activité et les raisons de son activité et les moteurs de son activité, il me semble que dans cette sorte d'interprétation, il y a peut-être quand même des intentions, ou en tout cas une grille de lecture de la situation, parce que je me suis dit en voyant cette question que moi, par exemple, j'aurais pas du tout posé cette question. Cette question, elle vient après, elle a tout compris et elle a compris toute seule. Moi, j'aurais eu des questions plus sur comment ça se fait qu'elle a compris toute seule, qu'est-ce qui, dans la situation de la formation, lui a permis de comprendre toute seule, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les autres comprennent aussi, des choses comme ça, qui ne sont pas du tout le type de questions qui a été posée. Donc, je me dis qu'en fait, il y a toujours une intention dans la posture et dans le regard du chercheur, même quand on a une sorte de neutralité apparente. On conclut ? Donc, pour revenir justement à cette question de moindre intervention, il me semble que dans l'ensemble du corpus, cette question de moindre intervention, elle est perceptible, en particulier au niveau des entretiens avec les trois animateurs, enfin en tout cas les trois responsables qu'on a étudiés plus en détail, qui chacun font attention de ne pas trop dire de choses ou veulent que les choses se passent sans qu'on dise rien ou sans qu'on pousse les gens à le faire. Et je me dis, ça c'est sans doute en lien avec certains points de vue sur le concept d'autonomie, en particulier une façon de la voir peut-être comme quelque chose d'intrinsèque dans l'autre, mais sans beaucoup penser, ou en tout cas sans beaucoup formuler dans cette partie du concept des éléments en lien avec le milieu de formation ou le milieu de classe. Et puis, ce qui m'a aussi touchée dans cette analyse, c'est une sorte de mise en abîme à plusieurs niveaux. On l'a dit au début, l'autonomie des élèves est en résonance avec des élèves en classe est en résonance avec l'autonomie des enseignants dans la formation. C'est-à-dire qu'on fait une formation où les enseignants vont travailler sur l'autonomie des élèves et doivent gagner eux-mêmes en autonomie dans la formation. Et puis, ça m'a aussi pas mal questionné l'idée des entretiens d'autoconfrontation, donc qui sont dans la méthode de recherche portée par Clémence, et le fait qu'on discute pendant le vidéolab des entretiens avec les élèves, qui sont aussi des entretiens, alors pas d'autoconfrontation, mais qui sont aussi des entretiens où on va demander aux élèves de formuler des éléments sur leur activité. Et le lien entre les deux, je ne sais pas s'il y en a un, mais je trouve que ce serait intéressant de le questionner. À toi, Gilles, pour... Oui. Donc, ce qu'on a fait, c'est évidemment en regardant ce corpus qui est petit, c'est uniquement des verbatims. Donc, on se focalise sur un fragment et ça peut constituer des limites à l'analyse qu'on propose, bien entendu.
Un autre aspect, c'est que dans le cadre de la transposition métadidactique, le côté didactique est essentiel. Et là, dans le corpus, ça manque un peu, sauf comme on l'a vu de temps en temps, mais d'un point de vue très exemplifié. Et puis, il y a une importance de l'analyse croisée des différents points de vue. Et comme Réjeanne l'a dit, il se trouve que la position du chercheur dans cette recherche est un peu extérieure et donc, par conséquent, n'intervient pas sur le concept qui est en jeu, sur l'objet frontière dans lequel on pourrait imaginer qu'il puisse déboucher sur une compréhension mutuelle et croisée en prenant en compte les différents points de la recherche, de l'enseignement, de la formation, etc. Donc, il n'empêche qu'on peut voir un objet frontière qui est en cours de délimitation. Et bon, là, je ne vais pas redire parce qu'on a déjà dit à peu près ça, mais qu'il n'y a pas ce point de vue de la recherche et l'extrait ne permet pas de voir si les acteurs atteignent une praxéologie partagée. En tout cas, ce qu'on peut en voir, c'est qu'il n'y a pas il y a des justifications en parallèle, mais pas de croisement véritable qui se pose dans ce petit extrait, et je mets bien toujours les limites de cette analyse. Et puis, les questionnements sur la méthodologie de recherche, Réjeanne, tu en dis un mot? Oui, je voulais dire, du coup, à partir de ce petit morceau-là, on peut se questionner sur les rapports entre la contribution et les bénéfices pour les différents acteurs, à la fois les enseignants qui participent au groupe, mais aussi les moteurs du groupe, les personnes qui sont en entretien aussi avec Clémence. Quel bénéfice ils retirent de ces entretiens et quand et comment et à quel moment, et puis comment justement leurs objectifs s'articulent avec les objectifs de Clémence. Et ça, je pense que ce sera abordé dans la discussion. Voilà. Merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure. J'ai mis arrêter l'enregistrement, mais ça marche.